La France prend-elle du retard dans la culture du cannabis? C'est la question que nous allons aborder ici ce soir en direct donc, du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Yvonne Ledin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ex-députée l'Hérault, vous êtes avant tout une scientifique et vous avez publié un rapport en 2015 qui était précurseur. Je crois, je pense que c'était le sens de l'histoire. C'était pour dire qu'on n'arrive pas à endiguer le cannabis en tant que drogue, sous le manteau, avec beaucoup de dégâts. On n'arrive pas à l'endiguer dans tous les pays du monde. Et il est temps que la France prenne ça à bras-le-corps et qu'on fasse comme les autres pays du monde qui y viennent, le légaliser. Juste à ma droite, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, vous êtes députée européenne et vous avez justement participé quelque part à sensibiliser le Parlement. On a plus que participé, on a voté une résolution pour autoriser l'usage du cannabidiol, qui est l'une des molécules du cannabis et qui a des vertus thérapeutiques. Et cette résolution, elle a été votée au Parlement européen il y a de cela 15 jours. Et on se rend compte que la France, pour répondre à votre question du début, a un grand retard par rapport à ses nombreux voisins qui l'ont déjà autorisé depuis longtemps. Face à vous, Bertrand Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin addictologue, coordinateur de l'association Normal France. Quelle est cette association ? C'est une association qui fait de l'information sur le cannabis et ses usages et qui promeut la régulation afin de réduire les risques, de mieux encadrer les usages. Donc c'est cette idée qui pourrait paraître paradoxale qu'en régulant l'usage de cannabis et la filière cannabis, on va pouvoir mieux protéger la population et en particulier la jeunesse. Parce que comme le rappelle Madame Ledin, la politique de l'interdit, c'est un échec cuisant pour les politiques depuis plus de 50 ans. Il est temps aujourd'hui de prendre ses responsabilités et effectivement d'entériner la régulation. Nasser Lalam, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes économiste, chef du département études et recherches de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Pourquoi vous vous intéressez au cannabis ? Alors on s'intéresse au cannabis d'un point de vue criminologique, d'une certaine manière, puisqu'on, comme vous le savez, le cannabis est interdit, c'est inscrit dans les conventions internationales et la France n'y échappe pas. Du coup, on s'intéresse à la manière dont les acteurs appréhendent cette consommation. On sait que la France est un gros consommateur de cannabis aujourd'hui et qui est aussi par ailleurs un pays qui devient producteur aussi de cannabis avec les méthodes que l'on connaît, c'est-à-dire les méthodes illégales. On utilise des intrants comme on peut trouver dans l'agriculture classique, mais tout ça sous le sceau de l'illégalité. Donc on peut s'interroger effectivement sur les modalités criminelles qui sont mises en œuvre pour satisfaire la consommation. J'ajouterai à ce que vient de dire monsieur, c'est qu'actuellement le cannabis qu'on trouve sur les marchés parallèles, en fraude, devient dangereux. Le taux normal de THC dans le shit, c'est 8, 9, 10. Aujourd'hui, on trouve du cannabis en vente libre, on va dire, à 34 grammes, ce qui est colossal, c'est dangereux. Donc une régulation par l'État, elle est fondamentale. C'est l'effet de la sélection qui a été opéré ? C'est un travail de sélection variétale très classique, qui se fait très très bien et ça marche très bien. Donc pour l'agronome que je suis, c'est presque évident que ça devait se passer comme ça. Mais ça devient dangereux. On a du 34 grammes, c'est colossal. Donc il faut vraiment s'en occuper. Alors là, je voudrais juste un petit peu modérer le propos. On a des chiffres. On sait qu'on est passé entre 2010 et 2017 pour les fleurs d'une titration à 9% jusqu'à 13% de THC. Donc on a augmenté de 4% le taux de THC. Par contre, pour le hashish, effectivement, on est passé de 10 à 23%. Alors, c'est pas 34, mais ça, c'est les taux moyens dans les saisies. Beaucoup. Allez-y. Alors sur la question du titrage en THC, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et c'est une réaction, on a le cannabis marocain, la résine de cannabis marocaine, qui effectivement est arrivée à produire des variétés qui sont des hybrides en réalité, qui sont très titrées en THC, en réaction au marché européen, qui lui prend de l'ampleur. On est en fait dans un clivage entre la résine qui provient du Maroc et l'herbe qui est produite en Europe. Les Pays-Bas sont des gros producteurs d'herbe, ils exportent, y compris en Europe. Vous savez que les Pays-Bas, c'est un pays qui a un secteur horticole qui est très développé, donc il y a une véritable expertise qui est mise au service du cannabis. Et ce cannabis est exporté en Europe. On considère qu'à peu près les Pays-Bas exportent jusqu'à 400 tonnes de cannabis chaque année. Ça vous donne une idée justement de l'ampleur du marché. Ils exportent où ? En dehors du pays ou vers la France ? Alors ça s'exporte partout dans l'Europe. Alors évidemment à proximité, la Belgique, l'Allemagne, les pays scandinaves, la Grande-Bretagne et en partie en France.
Alors ce qu'on observe en France, c'est aussi la capacité des consommateurs à devenir des autocultivateurs. Ça, c'est un phénomène pour à la fois échapper au monde criminel et pour contrôler aussi la filière. C'est-à-dire quand je produis, je maîtrise les intrants, je maîtrise la manière dont je produis et en quelque sorte, c'est aussi se tourner vers un mode de consommation qui est le mode de consommation entre guillemets bio. Parce qu'on veut avoir la maîtrise de ce que l'on consomme. Parce qu'on est dans une véritable hypocrisie. Il y a combien de cultivateurs de cannabis en France aujourd'hui? On peut les estimer entre 100 et 200 000 au bas mot. Effectivement, plus que les producteurs de grandes cultures en France. Il y en a beaucoup qui cultivent dans leur salle de bain. Hein, avec il suffit d'aller dans un magasin d'aquariologie et vous trouvez tout ce qu'il faut pour en cultiver. C'est pas difficile. Hein. Oui, les cultures peuvent être parfois très limitées. Mais il y a aujourd'hui une véritable inscription culturelle du cannabis dans la société française. On le voit non seulement avec la montée de l'autoproduction, mais aussi, comme le disait Nasser, avec aujourd'hui la production de produits dérivés du cannabis, qu'on appelle des extracts, des produits transformés, qui là peuvent aller jusqu'à 60, 70, 80% de THC. Donc effectivement, c'est un petit peu la même différence qu'on a entre la bière et l'eau de vie. Alors justement, pour abonder dans ce que dit le docteur, nous avions fait un exercice, un travail de recherche. On avait fait une sorte de typologie. On avait remarqué qu'il y avait en gros 3 catégories. Le cannabiculteur consommateur qui produit pour lui-même, comme le disait madame, c'est-à-dire dans la salle de bain. On va aller prendre une petite possibilité dans la douche avec ce qu'on appelle des armoires à cannabis en quelque sorte, avec des lampes puissantes pour cultiver. On a la deuxième catégorie qu'on a appelée le cannabiculteur social ou sociable, parce qu'il va produire pour des amis, pour un clan autour de lui. Et puis finalement, le cannabiculteur commercial, qui lui est plutôt ressorti de l'activité criminelle au sens dur. C'est-à-dire que là, on a des organisations criminelles qui se sont portées sur ce business avec ce qu'on a appelé, et qui vient d'ailleurs de Grande-Bretagne, les cannabis factories. C'est-à-dire des fermes à cannabis avec des endroits qui sont complètement dédiés à la culture de cannabis et l'utilisation également de clandestins pour surveiller ce business. Christine. Oui. Non seulement c'est une hypocrisie, mais surtout, encore une fois, je le répète, par rapport au retard que prend la France à ne pas réguler, à ne pas pouvoir contrôler, puisque c'est officiellement illégal par rapport à ces autres pays voisins, est terrifiant. Et puis, encore une fois, on parle beaucoup du THC, mais moi j'aimerais qu'on parle aussi du cannabidiol, du CBD, qui est la molécule thérapeutique et qui a des vertus qui ont été démontrées. Il y a 21 pays de l'Union européenne qui l'ont autorisé et il y a tout un contrôle qui est fait. Nous avons en France des agriculteurs qui pourraient produire un cannabis qui n'est pas aux taux qui sont indiqués, qui sont extrêmement inquiétants du point de vue du THC, mais qu'on regarde aussi cette partie du CBD et qu'on arrête à la fois cette hypocrisie et ce retard par rapport aux pays voisins de l'Union européenne. Alors, à l'échelon mondial, il y a énormément de pays qui ont autorisé le cannabis. Combien? Une soixantaine? Non, il y a l'Uruguay et le Canada qui a autorisé, Uniquement et certains États des États-Unis. Il y a 6 États américains. 6 États américains. Mais il y a une soixantaine d'États qui ont dépénalisé ou régulé l'usage médical. Parce que je voudrais juste parler de l'usage médical. 21 en Europe. Oui, je parlais dans le monde, 60 à travers le monde. Hein. Même l'Afrique du Sud, la Thaïlande a légalisé l'usage médical. La France est vraiment en retard. On a aujourd'hui plus de 20 000 études dans PubMed sur les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, c'est les principes actifs, les molécules de la plante de cannabis. Et ces principes actifs peuvent tous soigner. Le CBD, effectivement, a un large potentiel, mais le THC aussi a ses indications, et les autres cannabinoïdes aussi. Au-delà des indications du cannabis, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des molécules qui ont une très très grande sécurité d'emploi, qui sont testées depuis des millénaires. La médecine chinoise, en moins 2700, relatait déjà les effets médicaux du cannabis et on n'a jamais eu d'effets indésirables graves ou mortels. Donc on a une très grande sécurité d'emploi. Donc j'aurais envie de dire aujourd'hui, libérons la recherche et faisons des études scientifiques randomisées, en double aveugle, sur tous les cannabinoïdes, sans exception. Madame Ledin. Moi, je pense la même chose. Je pense qu'il faut y aller. Mais il faut y aller pour les questions médicales parce que ça rend vraiment service à la médecine et aux malades ou aux gens un peu fragiles, aux patients. C'est quand même essentiel. Mais il y a aussi le cannabis, on va dire, libéral, le cannabis de récréation. Moi, je ne suis pas pour considérer que c'est une substance banale. Mais je dis que ce cannabis récréatif, c'est un peu comme le tabac, voire l'alcool, et que ça nécessite une politique puissante au niveau de l'État, d'information, de sensibilisation et d'accompagnement.
comme on l'a fait pour l'alcool et le vin et le tabac depuis 30 ans, et ça marche. La population, elle entend les messages. Or, sur le cannabis, sur les drogues, on n'a pas de politique publique d'information et de communication, ni dans les écoles, ni sur les réseaux sociaux, ni à la télé. Et ça, c'est un enjeu. Donc, moi, libéraliser, permettre, sous contrôle de l'État, je dirais même que l'État devrait être producteur, mais avec une politique d'information puissante. Nasser. Oui, je pense que ce qui se passe actuellement dans le monde sur le cannabis thérapeutique, c'est un mouvement quasi irréversible. C'est-à-dire qu'on assiste véritablement à une tendance à l'usage, je dirais, à un cannabis à usage médical. Véritablement, on a des pays dont on ne s'attend absolument pas qui vont légaliser, type la Thaïlande par exemple. On a des pays qui ont pris une avance certaine sur cette activité. Je pense à Israël par exemple, qui a développé une véritable expertise qui commence à s'exporter dans le monde. Oui, mais la France, au travers de l'Agence du médicament, a publié il y a quelques semaines le fait qu'un avis positif, non? C'est bien ça? Un avis positif, mais très frileux. Hein. Utilisation en dernière intention. Il faut déjà essayer toutes les molécules avec des effets secondaires énormes avant d'utiliser une molécule qui a une sécurité d'emploi moindre. C'est contraire au serment d'Hippocrate. Et dans la résolution que nous avons adoptée, ce qui a été indiqué, c'est de demander à ce que la recherche et le développement soient accrus et dans tous les États pour permettre, parce que oui, il n'y a que 2 médicaments, je crois, mais qui sont très difficiles à obtenir, qui existent en France à base de cannabidiol. Le Marinol. Alors, voilà. Alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux et de toute façon, quoi qu'il arrive, les patients qui ont besoin de se soulager, eh ben, ils vont prendre des substances qui ne sont pas du tout contrôlées, pas encadrées et qui n'auront pas les vertus que pourrait avoir quelque chose de proposé et de légal. Anne-Yvonne Le Dain. Je voudrais dire aussi qu'on pourrait aussi cultiver du cannabis en France et que donc les agriculteurs pourraient se mettre à cultiver du cannabis. Les agriculteurs de la Creuse, d'ailleurs, les jeunes agriculteurs de la Creuse l'ont demandé officiellement. Oui, ils sont prêts. Ils sont prêts. Et puis on a une tradition de production de chanvre depuis très longtemps. On a tout ce qu'il faut. On produit du pavot pour faire des opiacés pour notre industrie pharmaceutique. On est tout à fait en mesure, légalement, selon les conventions internationales, ça respecte les conventions, de produire des stupéfiants à visée médicale, dont du cannabis. Le marché du thérapeutique est assez important, puisque j'ai lu dans un article, je crois, Le Figaro, au moment de l'avis qui a été rendu par l'Agence du médicament, qu'il y aurait entre 300 000 et 1 million de patients qui pourraient justement substituer certains produits antalgiques par des produits dérivés. Effectivement, au vu des indications très larges, on pourrait même estimer jusqu'à 2-3 millions les patients qui seront amenés au cours de leur vie à utiliser une fois ou plusieurs fois des cannabinoïdes. Et pour finir cette émission, comment ça va se passer à votre avis? On sent que, effectivement, quand vous avez lancé votre rapport, vous n'avez pas été écouté. Pas assez. Pas assez. Il n'a pas été assez écouté. Le président ne vous a pas suivi? Non. François Hollande? Non. Mais même les collègues, hein. Ouais, C'était pas tendance. J'étais la seule à avoir accepté de faire ce rapport. Aucun autre candidat, il n'y avait pas d'autres candidats. C'était pas tendance. Le message est en train de passer. Et aujourd'hui, il passe parce que vous avez justement la capacité à porter ce message. Si à l'échelle européenne, on a une majorité dans ce Parlement européen qui est une petite majorité de droite, c'est que si on y arrive au niveau européen et qu'on n'y arrive pas au niveau français, on est vraiment les derniers des derniers des derniers. Hein. Donc vous estimez que justement ça va être peut-être libéralisé dans quel sens, avec quel type? Le thérapeutique dans un premier temps, en 2021, 2023? Alors le thérapeutique, comme on a l'habitude de dire, ce qu'on a entendu aux États-Unis, c'est que le thérapeutique, c'est un peu le pied dans la porte, d'une certaine manière. Et ça sert un peu de piédestal pour aboutir à la légalisation du cannabis récréatif cette fois-ci. Mais je pense qu'il y a un mouvement, c'est-à-dire qu'on commence à accumuler beaucoup de connaissances, non seulement sur le cannabis thérapeutique, mais aussi sur le cannabis récréatif. On a des pays qui sont un peu pionniers dans ce sens, l'Uruguay, le Canada et certains États des États-Unis. On commence à accumuler des connaissances. Alors évidemment, c'est un peu tôt, mais d'ici 10 ans, me semble-t-il, je pense qu'on aura bien avancé. Avant, c'est pas tenable. C'est pas tenable. On ne peut pas tenir. Il faut vraiment le faire avant. Et moi, je voudrais revenir sur l'information. Les gamins en collège et en lycée, ils sont seuls. Ils n'ont pas l'information. Et l'information qu'ils ont, elle est biaisée. Donc l'éducation nationale, elle a un rôle considérable à jouer. Le ministère de l'information... L'État a un rôle à jouer. Il faut vraiment multiplier le système d'information. C'est essentiel. Olivier. Effectivement, le cannabis, ce n'est pas un produit anodin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interdit, il a finalement infantilisé les parents dans leur rôle d'éducation à l'usage des substances. Ils le font pour l'alcool, mais vu que c'est interdit pour le cannabis, ils ont beaucoup de difficultés à faire. Donc réguler la filière cannabis, c'est aussi
accompagner et redonner le pouvoir aux parents d'éduquer leurs enfants. Ce sera le mot de la fin parce que nous sommes déjà arrivés, je suis désolé, à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être venus ici nous parler du cannabis et effectivement de la possibilité peut-être demain de le cultiver. Merci à vous. Merci.